Cathy Rousselet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche aux séries Sciences Po, également chercheur associé au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens à l'EHESS. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, articles sur la Russie, sur le monde orthodoxe. Et votre dernier livre, que je montre à l'écran, porte précisément sur le monde orthodoxe en Russie actuellement, ouvrage que vous avez intitulé La Sainte Russie contre l'Occident. Et immédiatement, à travers votre titre, on a des échos de débats, de polémiques, de questions qui se posent depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine. Première question. Comment voyez-vous actuellement le poids de l'orthodoxie dans la société russe? Est-ce que vous parleriez d'une Église orthodoxe homogène ou au contraire plutôt diverse? Et puis, compte tenu de ce qu'a été l'Union soviétique athée pendant des décennies, et donc menant une politique anti-religieuse, comment analysez-vous l'évolution de l'Église orthodoxe, du patriarcat de Moscou depuis la fin de l'URSS? Merci beaucoup, François. Alors, je vais commencer par dire une chose qui peut paraître étonnante, c'est que formellement, d'après la Constitution de 1993, l'État russe est un État laïque. Et cette constitution, elle proclame qu'aucune religion ne peut s'instaurer en qualité de religion d'État. La loi de 1997 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses souligne à nouveau que la Fédération de Russie est un État laïque, mais le préambule reconnaît bien le rôle spécial de l'orthodoxie dans l'histoire de la Russie. Donc l'orthodoxie joue un rôle en tant que vecteur identitaire de la Russie. Et ce préambule aussi insiste sur le fait que la fédération respecte le christianisme, l'islam, le bouddhisme et le judaïsme et d'autres religions, précise-t-il, qui constituent une partie du patrimoine historique des peuples de la Russie. Donc là, on a vraiment bien, on voit bien une articulation entre identité ethnique et identité religieuse. On voit la place de la religion dans le patrimoine historique. Et alors, peu à peu, en fait, l'État russe a insisté sur l'existence de religions dites traditionnelles. Et ces religions dites traditionnelles, c'est au niveau fédéral en tout cas, c'est l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau local, certaines religions peuvent parfois être considérées comme traditionnelles aussi, y compris le catholicisme. Donc, en fait, cette loi de 1997, elle est finalement assez floue et elle a permis une grande diversité d'interprétations, parfois même un contournement de la loi. Mais voilà, ce qui me paraît important à dire, c'est que cet État insiste sur la place de religions traditionnelles et l'orthodoxie, dans ce pluralisme hiérarchisé, l'Église orthodoxe a un rôle majeur. Ça, c'est le premier point sur lequel on peut insister. La deuxième chose qu'il faut dire, je crois, c'est que cette société russe, elle reste profondément sécularisée. Et l'appartenance à l'Église orthodoxe, je l'ai déjà dit, c'est avant tout une appartenance identitaire. D'après un sondage qui a été fait par le Centre Levada en avril 2022, le Centre Levada est l'institut de sondage, à mon avis, le plus fiable. 71% des personnes interrogées se disent appartenir à l'Église orthodoxe russe. Et par ailleurs, 53% se disent très religieux ou plutôt religieux. Les autres, voilà, se disant moins religieux. Et en fait, depuis plusieurs années, on se rend compte qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui disent appartenir à l'Église orthodoxe russe qui ne croient pas, qui disent ne pas croire en Dieu ou peu croire en Dieu. Donc ça, c'est aussi un point important.
la fréquentation des services religieux est aussi relativement faible. 9% des personnes interrogées lors de ce sondage, dans ce sondage d'avril 2022, 9% disent fréquenter au moins une fois par mois un service religieux. Ça me paraît important. Un deuxième point qui aussi est important à souligner, c'est est-ce que le patriarche, qu'on voit beaucoup intervenir dans l'espace dans l'espace politique, est-ce que le patriarche a une quelconque autorité? Et dans une enquête qui a été faite par un autre institut de sondage, le FSIOM, en décembre 2021, le patriarche Kirill n'est absolument pas mentionné. Celui qui a le plus de suffrages est Vladimir Poutine, puis le ministre de la Défense, puis celui des Affaires étrangères et le Premier ministre, qui lui, seulement 3% en fait, de la population considère qu'il a de l'autorité. Donc, en fait, vous voyez, l'Église orthodoxe russe, elle est de plus en plus présente dans l'espace politique pour des raisons essentiellement identitaires, mais son autorité est très faible, en fait, dans la société. Voilà, ça, ce sont deux choses qui me paraissent importantes. Et puis, effectivement, je crois qu'il faut aussi insister sur le fait que, bon, même si on parle essentiellement du patriarche Kirill aujourd'hui, quand on observe la place de l'Église dans l'espace politique face à la guerre, on a quand même affaire à une Église qui est assez plurielle, en fait, qui est assez plurielle. On trouve des traditionalistes et nostalgiques de la Russie pré-révolutionnaire. On en trouve d'autres un peu plus ouverts sur les autres confessions, à l'image du métropolite Nicodim Rotov, qui était le président du département des relations extérieures du patriarcat dans les années 60-70. D'autres vont insister sur l'engagement public et la collaboration avec l'État. D'autres, au contraire, vont être plutôt opposés à l'État. Donc, on a vraiment une grande pluralité au sein de l'Église. Et en fait, cette Église, dans les années 90, était tellement diverse que Kirill, qui était à ce moment-là métropolite et président du département des relations extérieures du patriarcat, en fait, Kirill a organisé un groupe de travail pour poser les bases de doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe, lesquelles bases de doctrine sociale de l'Église orthodoxe russe ont été adoptées en 2000. Kirill est arrivé à la tête du patriarcat en 2009 et il est à la tête d'une église très conservatrice qui est traversée par des courants nationalistes et des mouvements conspirationnistes qui, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ont été réactivés pendant la pandémie de Covid-19. Voilà, quand on réfléchit quand on étudie les positions de Kirill, je crois qu'il faut toujours en fait les replacer dans ce contexte où il y a des rapports de force comme dans toute institution. Et moi, je pense que le positionnement de Kirill, du moins au moins au début de la guerre, s'explique aussi par le poids de courants ultra-nationalistes dans l'Église et la concurrence avec certains hiérarques, comme par exemple le métropolite Tikhon Shevkunov, qui est tout particulièrement proche des organes du FSB. Ça, c'est important de ne pas oublier que les relations entre certaines élites religieuses, politiques et économiques sont très fortes en Russie. Elles se retrouvent dans une même volonté de capter les ressources et on trouve des réseaux puissants qui lient les représentants des institutions des maintiens de l'ordre, les silaviki, et des membres du clergé ultra-conservateur, des oligarques et des médias. Donc, c'est ça, cette église russe, une église donc plurielle, mais une église qui est traversée très fortement par des courants nationalistes. Et pour les plus radicaux, le peuple russe est un peuple élu qui porte la vérité au monde. Il est le catéchone qui empêche la venue de l'Antéchrist. Et cette idée-là, elle n'est pas récente. Elle est vraiment, voilà, on la voit circuler dans les années 90-2000. C'est un très beau panorama que vous venez de dresser. Je retiens effectivement que l'orthodoxie prend place dans ce que vous avez appelé un pluralisme hiérarchisé. Je trouve que l'expression est effectivement très exacte. Elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi. Elle est d'Alexandre Agadjanian.
D'accord, donc rendons à César ce On va qui savoir ce qui est à appartient à César. César. Mais l'expression, effectivement, est très parlante, eu égard, effectivement, à la Constitution et à la loi que vous avez rappelée. Vous avez évoqué cette société russe qui est sécularisée avec une place finalement non pas marginale, mais moins importante que celle qu'on lui attribue pour l'Église orthodoxe, et notamment cette autorité plus faible qu'on ne le pense de la figure du patriarche de Moscou au sein d'une Église. Et ça, c'est un point qui est très important et que vous expliquez fort bien dans votre livre, une Église orthodoxe russe qui est finalement très diverse, plurielle, comme vous l'avez dit, Église plurielle, et où d'une certaine manière, Kirill n'est pas le plus traditionnaliste. Vous l'évoquez bien, notamment dans votre deuxième chapitre, on voit bien qu'il y a une typologie des différents courants, avec une force particulière des courants traditionnalistes que vous venez de rappeler, et d'une certaine manière, on peut penser que sur certains sujets, le patriarche essaie même de faire un numéro d'équilibriste entre ces forces extrêmement nationalistes, réactionnaires au sens strict du terme, très marquées par une perception anti-occidentale finalement, ou une perception de l'Occident comme décadent. Et on retrouve là des thèmes que l'on connaît bien. Alors justement, en fonction de ce pluralisme interne de l'Église orthodoxe russe, de cette place particulière de l'orthodoxie au sein de la société, vous avez évoqué son rôle comme vecteur identitaire de la Russie. Comment comprenez-vous le positionnement du patriarcat de Moscou par rapport à la guerre? Est-ce que vous y voyez un renfort au nationalisme? Est-ce que finalement c'est une politique d'intérêt bien compris? Ou est-ce que ça correspond également à des conceptions, des représentations qui sont propres au patriarcat de Moscou, que ce soit, je dirais, vous évoquiez la doctrine sociale de l'Église dans la conception ou la légitimation de la guerre, la perception de l'Europe et de l'Occident. Et bien évidemment, au sein de ce sujet, se pose la question plus spécifique de l'orthodoxie en Ukraine. Autrement dit, est-ce que dans le positionnement, vous ne voyez que du suivisme, un renfort opportuniste, ou est-ce que se joue également un positionnement qui est propre également au patriarcat de Moscou? Je pense qu'on pourrait déjà dire que les relations entre l'Église et l'État, depuis le début des années 90, sont marquées par des intérêts bien partagés. La volonté d'expansion de l'Église, tant en termes de construction de lieux de culte, mais aussi d'expansion au-delà des frontières de la Russie, l'a incité à chercher le soutien de l'État. Et symétriquement, dans le prolongement des années 70-80, le pouvoir poutinien a appelé au développement des valeurs spirituelles et morales et a trouvé dans l'Église un appui symbolique qui lui permet de consolider en fait son pouvoir. Et il est important en fait de revenir sur ces points-là et de dire aussi que au cours de ces dernières décennies, l'Église orthodoxe russe est apparue comme une institution destinée à fabriquer une tradition contre l'Occident. Et on le voit sur plusieurs dossiers, sur les débats sur les violences domestiques, sur l'affaire Pussy Riot, sur les relations sexuelles dites non traditionnelles. Et vous avez vu que sur ce dernier dossier, d'ailleurs, les choses ont encore évolué. Oui. Donc, en fait, l'Église russe, depuis au moins les années 2000, disons depuis les années 2000, en fait, elle est appelée par l'État à jouer un rôle dans cette fabrication d'une tradition contre l'Occident. Dans cette guerre, bien sûr, à nouveau, moi je pense qu'on a des intérêts bien partagés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abord oublier que cette Église n'a pas plus d'autonomie au sein de la Russie, de la Fédération de Russie, que les autres organisations. Donc, effectivement, l'Église, c'est un peu la voix de son maître, mais par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'agenda religieux de Kirill
est aussi en affinité, au moins partielle, avec l'agenda politique de Vladimir Poutine. Un agenda religieux en partie en affinité avec le pouvoir, parce que pour Kirill, et on le retrouve dans des écrits dès le début des années 2000, il s'agit de s'opposer au monde libéral sécularisé, il s'agit de lutter contre l'unipolarité, de défendre une civilisation russe bien ancrée dans une tradition et une civilisation russe qui a de plus en plus une dimension messianique. Là, on est quand même très proche de l'agenda de Vladimir Poutine. Mais c'est un agenda qui, à mon avis, s'oppose un petit peu aussi à cet agenda politique. Parce que si le patriarche insiste depuis très longtemps sur l'importance de la Sainte Russie, une Sainte Russie qui englobe la Russie, le Bélarus, l'Ukraine, la Moldavie, voilà. Si le patriarche insiste là-dessus, il affirme également que les frontières politiques et religieuses n'ont pas à se superposer. Et il a été très mal à l'aise, en fait, en particulier quand en 2014, Vladimir Poutine a décidé d'annexer la Crimée. Parce que la Crimée, elle fait partie certes de la Sainte Russie, mais elle dépendait de l'Église orthodoxe ukrainienne, du patriarcat de Moscou. Et d'ailleurs, Kirill n'était pas présent à la cérémonie d'annexion en 2014. Donc on a là, depuis toujours, un discours sur le fait que frontières politiques et frontières religieuses ne se superposent pas. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Alors bien sûr, je répète, Kirill n'a plus aucune marge de manœuvre, hein. Mais pour lui, il insiste toujours sur le fait que les Ukrainiens sont des frères, hein. Donc, contrairement d'ailleurs à d'autres qui appellent à dénazifier l'Ukraine, comme Tikhon Shevkunov. Là, on voit vraiment une différence dans les discours entre le patriarche Kirill et Tikhon Shevkunov par rapport à l'Ukraine. Si on réfléchit encore un petit peu sur le positionnement de Kirill dans la guerre, je crois qu'il est important, bien sûr, d'insister sur ce positionnement patriotique, enfin plus que patriotique, qui remonte à la période soviétique et qui remonte en particulier à la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez sans doute entendu parler de ce sermon de Kirill le 25 septembre qui affirme que les soldats russes qui mourront dans la guerre en Ukraine seront lavés de tous les péchés. Là, on a vraiment un discours qui est soviétique, où il rappelle combien l'exploit sacrificiel des générations passées aussi, hein, fait partie du code culturel et de l'identité russe. On le voit aussi dans un discours qu'il a prononcé le 20 août 2022 dans un premier congrès international antifasciste, parce qu'il y a eu un premier congrès international antifasciste en août 2022. Donc là, on a vraiment une référence forte à la rhétorique soviétique. Et je dirais, par rapport à ce qu'il a pu dire le 25 septembre sur ces soldats qui seraient lavés de tous leurs péchés, enfin, j'ai eu la curiosité de regarder la rhétorique d'autres églises chrétiennes pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est une rhétorique qu'on voit à ce moment-là. Bon, mais nos sociétés, elles ont évolué. Et maintenant, les autres églises sont en total décalage par rapport à ce type de rhétorique. Peut-être une toute dernière question. On a évoqué cette articulation, ces deux agendas, l'agenda religieux et l'agenda politique, leur convergence autour d'intérêts partagés, mais également le positionnement du patriarcat de Moscou dans une tradition finalement qui est plus ancienne. Comment voyez-vous les conséquences de ce positionnement, alors, sur le reste de l'orthodoxie, parce que ce conflit a cette dimension interne au monde orthodoxe, bien sûr. Et puis, je ne peux m'empêcher de soulever aussi la question des rapports avec l'Église catholique, puisque le pape Bergoglio s'est proposé comme médiateur
et qu'on voit depuis, grosso modo, le mois de mai-juin, une position qui est beaucoup moins favorable maintenant à la fois à l'État russe et au patriarcat de Moscou que celle qui a prévalu dans les tout premiers mois. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des conséquences durables, structurelles, sur des relations qui étaient déjà assez difficiles, qui s'étaient améliorées, hein, mais qui étaient tout de même entourées d'enjeux multiples? Cette guerre et le positionnement de Kirill par rapport à cette guerre, hein, et ce qu'il a pu dire aussi sur le fait que c'était un conflit métaphysique entre le bien et le mal, enfin toute cette rhétorique qui a été qui a bien été reprise dans les médias. Le positionnement de Kirill a naturellement profondément ébranlé le monde orthodoxe. Et si, en fait, depuis l'arrivée de Kirill en 2009 à la tête du patriarcat et même un peu avant, cette Église avait commencé à être de plus en plus influente en fait, dans le monde. Avec le positionnement de Kirill, cette influence, elle a sacrément faibli et été fragilisée. Alors, la première conséquence majeure, c'est celle qu'on observe en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, alors on n'en a pas parlé là, mais en Ukraine, il y a plusieurs églises orthodoxes. Hein. Il y a l'église orthodoxe ukrainienne qui dépendait du patriarcat de Moscou, et l'église orthodoxe d'Ukraine qui a obtenu son autocéphalie du patriarcat de Constantinople en janvier 2019. Et en fait, cette église orthodoxe ukrainienne est en plein désarroi devant les propos tenus par son patriarche. Et le métropolite Onufre, qui était à la tête de l'église orthodoxe ukrainienne, dépendant du patriarcat de Moscou, a bien sûr condamné la guerre. Mais le patriarche a continué à être derrière le président de la Fédération de Russie. La conséquence, c'est que des prêtres, puis des évêques ont peu à peu décidé de ne plus nommer Kirill lors de la liturgie, donc rejetant ainsi leur dépendance à Moscou. L'Église orthodoxe d'Ukraine a décidé de supprimer de ses statuts toute référence au patriarcat de Moscou le 27 mai 2022. La Laure de Kiev est en train de passer dans l'église orthodoxe d'Ukraine, la grande Laure de Kiev. Dans son synode de novembre, l'Église a décidé de ne plus recevoir le Saint-Crème de Moscou. Donc ça, c'est aussi une décision symbolique importante. Donc on a là des conséquences majeures pour le patriarcat de Moscou qui perd un nombre considérable de paroisses, parce qu'en fait, en Ukraine, le patriarcat de Moscou était extrêmement présent. Et vous avez vu que le président Zelensky a demandé à ce que la Rada examine un projet de loi pour interdire les organisations religieuses liées à Moscou. Donc, le patriarcat de Moscou a perdu de nombreuses paroisses. Et ce clergé de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat dépendant jusqu'à présent du patriarcat de Moscou, parce que finalement son statut est extrêmement flou aujourd'hui. Cette Église orthodoxe ukrainienne est vraiment en plein désarroi. Devrait-elle demander l'autocéphalie? Mais à qui demander l'autocéphalie? Les clergés devraient-ils passer à l'Église orthodoxe d'Ukraine? Mais un grand nombre de membres de ce clergé de l'Église orthodoxe ukrainienne considère que l'autocéphalie de cette Église orthodoxe d'Ukraine n'est pas canonique. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Alors après, ça a provoqué aussi des
ça a eu des conséquences majeures aussi au niveau de ce qu'on a pu appeler la diaspora. Il y a des paroisses occidentales comme la paroisse d'Amsterdam qui ont décidé de quitter le patriarcat de Moscou. L'Église de Lettonie a demandé son autocéphalie. Je ne vous parle même pas des réactions des différents patriarches, voilà, des autres églises. C'est un point très important. Alors, vous me demandiez quelles étaient les relations possibles avec le Vatican. Je pense que c'est extrêmement difficile de savoir comment les relations entre le patriarche de Moscou et le pape vont évoluer. De toute façon, à mon avis, les églises ont très peu de poids dans l'issue de cette guerre, même si le pape ne cesse de dire que voilà, il intervient en Ukraine, qu'il propose qu'il envoie toujours au gouvernement russe des listes de prisonniers, aussi bien des prisonniers civils que des prisonniers militaires. Il y a des cardinaux qui sont partis, qui sont rendus en Ukraine, mais très sincèrement, je ne suis pas du tout certaine que les églises puissent avoir un quelconque rôle. Alors, vous parlez du pape, mais il y a aussi le Conseil œcuménique des églises, et le Conseil œcuménique des églises s'est rendu, il y a une délégation qui s'est rendue à Moscou je crois que c'était en octobre. Bon, et ils ont essayé d'éclaircir ce que la position du patriarche Kirill, qui leur a dit qu'il considérait que la guerre ne pouvait pas être une guerre sainte. Donc là, vous voyez, il a tenu un discours en fait qui semblait très, très différent de celui qu'on peut entendre dans sa bouche quand il s'adresse à la population russe. Lui, il affirme que le Conseil œcuménique devrait avoir un rôle à jouer. Son neveu même siège au Conseil œcuménique des Églises, mais moi, je suis très, très sceptique sur la place des Églises dans la résolution du conflit. Merci beaucoup d'avoir dressé ce panorama de la place de l'orthodoxie, du patriarcat de Moscou en Russie, dans le monde orthodoxe. Je rappelle donc votre ouvrage qui est vraiment passionnant, La Sainte Russie contre l'Occident, que je remonte à l'écran, qui est sorti il y a quelques semaines. Oui, le 27 octobre. 27 octobre, donc voilà, c'est très récent. Et donc, qui permet vraiment de comprendre les sujets qu'on a évoqués ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup, Cathy Rousselet. Merci, François.